28 avril 1945. Villa Belmonte, Giulino di Mezzegra, Italie. L'air sec de l'après-midi est déchiré par un bruit métallique, une culasse qu'on arme, puis une rafale. 2 corps s'effondrent lourdement contre le muret de pierre avant de glisser au sol. L'odeur de la poudre remplit l'espace. Lui, c'était Benito Mussolini, l'homme qui tenait autrefois des millions de vies entre ses mains. Elle, c'était Clara Petacci, la femme qui l'a suivi jusqu'à la mort. Pourquoi le maître absolu de l'Italie a-t-il fini exécuté comme un simple bandit de grand chemin? Il possédait une armée, il avait le pouvoir. Mais la vengeance des partisans était plus urgente que la justice des tribunaux. Face au peloton, le DUS a compris. Il n'y avait aucune échappatoire, mais ce n'était que le prélude. À première vue, une exécution militaire sommaire, mais en réalité, le début d'un spectacle d'horreur. Ce que les partisans ont fait au corps dépasse l'entendement. Sur les images d'archives, on voit la foule de Milan en délire. Les cadavres sont pendus par les pieds à une station-service. Les visages sont tuméfiés, méconnaissables. La violence visuelle est telle qu'elle a choqué Staline lui-même à Moscou. Il faut avoir les nerfs solides pour regarder la suite. Cette boucherie a eu une conséquence directe sur la guerre. À Berlin, Adolf Hitler a reçu les rapports. La peur de finir exposé comme Mussolini l'a convaincu. Il a choisi le suicide plutôt que la capture. L'objectif est fixé à 1 million d'abonnés. La route semble longue. Mais avec du soutien, la cible est atteignable. Abonnez-vous maintenant. Laissez un j'aime. L'histoire de l'Empire fasciste commence ici, 1922. C'est l'année où l'Italie a cessé d'être libre. Benito Mussolini a gouverné la péninsule avec une brutalité absolue. D'abord comme Premier ministre nommé par le roi, ensuite comme dictateur total. Il n'a pas seulement modifié les règles, il a détruit les fondations mêmes du système démocratique. On l'appelait le DUS. Il a imposé un ordre nouveau basé sur 3 piliers, la force brute, la propagande massive et le culte de la personnalité. L'Italie s'est transformée. Ce n'était plus un pays, c'était une caserne, une machine de guerre fasciste, disciplinée, militarisée, entièrement soumise à sa volonté. Sous son commandement, la nation a marché au pas vers l'autoritarisme et les aventures coloniales. Mais le désastre approchait. Mussolini ne marchait pas seul. Il a lié son sort à celui d'Adolf Hitler. L'Allemagne nazie est devenue son allié principal sur le continent. Les 2 dictateurs cultivaient une admiration mutuelle. Hitler voyait en Mussolini un mentor, un pionnier du fascisme moderne, l'homme qui avait transformé l'Italie en dictature bien avant la prise de pouvoir des nazis en Allemagne. Mussolini, lui, était fasciné. Il observait l'énergie révolutionnaire du Troisième Reich. Il enviait sa puissance militaire grandissante. Unis par des idéologies similaires et des ambitions impérialistes, ils ont plongé l'Europe dans le chaos de la guerre. À première vue, une amitié politique indéfectible, mais en réalité, une fuite en avant suicidaire. 1945. Cet empire bâti sur l'orgueil et la violence était en ruine. La Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin. L'Axe vacillait. Les troupes alliées avançaient à travers le nord de l'Italie, repoussant les lignes de défense. Les soldats allemands battaient en retraite. On entendait le bruit des chenilles de chars dans les villes. Une odeur de fumée flottait dans l'air. Le peuple italien était épuisé, fatigué de la guerre, fatigué de la répression. La foule s'est retournée contre l'homme qui s'était un jour proclamé sauveur. Pour comprendre la brutalité de son exécution, il faut regarder au-delà de l'image du tyran déchu. Il faut voir l'homme derrière la rhétorique, l'être humain vaniteux, obsédé par son image. Pour lui, la politique était un spectacle permanent. Comment a-t-il tenu si longtemps? Par la mise en scène, mais surtout par la peur qu'il inspirait. Mussolini n'était pas seulement un politicien, c'était un acteur, un maître de la manipulation publique. Sur les images d'archives, on voit le menton levé, le torse bombé, les yeux écarquillés. Ses gestes étaient théâtraux. Sa rhétorique était hypnotique. Ses discours devant les masses étaient chorégraphiés à la seconde près. Il transformait les places en scènes de théâtre et les foules en public captif. Chaque pas était calculé, chaque silence était mesuré. Tout visait à provoquer la peur, l'admiration ou la soumission. Derrière ce personnage public, il existait un univers plus intime, moins connu, ses passions. Benito Mussolini avait une épouse, Rachel, une femme discrète, fidèle, mère de ses 5 enfants. Mais la fidélité n'était pas réciproque. Le DUS maintenait une vie amoureuse, intense, fréquemment scandaleuse. Il accumulait les maîtresses. Rachel savait. Avec une résignation silencieuse, elle acceptait ses trahisons.
C'était le prix à payer, le coût d'être la femme d'un homme puissant. Mais le pouvoir ne dure qu'un temps. 1932, c'est l'année où le destin du DUS a basculé sur une route côtière. Aux yeux du régime, Rachel Mussolini incarnait la perfection fasciste, soumise, maternelle, austère, une statue vivante dédiée au foyer. Mais le cœur du dictateur battait ailleurs. Sa vie a changé de manière irréversible lors d'un trajet vers la mer. Le moteur d'une Alfa Romeo Gran Turismo Zagato rugissait sur l'asphalte, couleur rouge sang. Au volant, Benito Mussolini conduisait lui-même. Sur le bas-côté, une jeune femme de 20 ans l'a reconnue immédiatement. Elle a agité la main. La voiture a freiné dans un crissement de pneus. Ce n'était pas une inconnue. Elle s'appelait Clara Petacci. Ses yeux brillaient d'une fièvre étrange en le voyant. Elle était une admiratrice fanatique depuis l'adolescence. Cette rencontre fortuite sur le bord de la route a allumé une mèche. Ni le temps ni la guerre ne pourraient l'éteindre. Clara venait d'un monde privilégié. Une famille riche, traditionnelle, d'une loyauté absolue envers le parti. Son père était médecin au Vatican. Il a transmis à sa fille la sécurité financière, mais surtout une vénération mystique pour le dictateur. Jusqu'où allait cette obsession? Était-ce de l'amour ou de la folie? Les journaux intimes de Clara donnent la réponse. Dès ses 14 ans, elle noircissait des pages entières sur lui. Après une tentative d'assassinat manquée contre Mussolini, elle a noté ces mots glaçants. « Pourquoi n'étais-je pas avec toi? J'aurais étranglé cette meurtrière de mes propres mains. » Ce n'était pas de la politique, c'était de l'idolâtrie pure, une dévotion aveugle. Des années plus tard, le rêve est devenu réalité. Clara a obtenu une audience. Sa détermination était totale. Mussolini, habitué aux conquêtes faciles et au harcèlement féminin, a été frappé. Il voyait souvent des femmes soumises, mais il voyait rarement une telle fascination religieuse. Elle le regardait comme si elle se tenait face à un dieu. Il a accepté de la revoir au palais de Venise. L'admiration s'est muée en intimité, une intimité dangereuse. Mais les obstacles étaient nombreux. 28 ans les séparaient. Pour sauver les apparences sociales, Clara s'est mariée en 1934. Son époux était Riccardo Federici, un officier de l'aéronautique, une couverture parfaite. Mais ce mariage est vite devenu un fardeau insupportable. Émotionnellement, elle appartenait déjà à un autre homme. Dès 1936, la séparation était actée. Elle s'est offerte entièrement à cet amour nourri depuis l'enfance. La situation s'est accélérée. À partir de 1937, Clara est devenue une ombre omniprésente au palais de Venise, une visiteuse régulière de la Sala del Mappamondo. Leur relation était soigneusement dissimulée au grand public. Seul le cercle restreint du dictateur connaissait la vérité sur cette liaison. Il s'appelait chaque jour. Les communications duraient des heures. À l'écoute, le souffle court de Clara, ses silences intenses, sa jalousie. Ces conversations interminables servaient à calmer ses angoisses et à solidifier sa place dans la vie du chef de l'État. Clara ne se contentait pas d'être une simple maîtresse. Pour elle, Mussolini était une figure messianique, le rénovateur de l'Italie, l'homme fort, implacable, invincible. Mussolini était flatté par cette adoration absolue. Et il a payé. Pas avec de l'amour, mais avec des privilèges d'État. À première vue, une romance passionnée, mais en réalité, un système de népotisme effréné. Toute la famille Petacci a profité du trésor public. Le père a obtenu un poste élevé de consultant médical. Le frère a vu sa carrière décoller. L'oncle a été nommé peintre officiel. La sœur de Clara a vu les portes du cinéma s'ouvrir par magie. Clara elle-même a reçu la plus grosse part du butin, une villa luxueuse, la Camilluccia, des bijoux hors de prix, des fourrures, des vêtements importés de France. Sur les images d'archives, le contraste est saisissant. Pendant que le peuple italien commençait à sentir les restrictions, Clara vivait dans une opulence déconnectée de la réalité. C'était la corruption du pouvoir sous sa forme la plus intime. Pas des contrats militaires, mais des dîners privés et des alcôves feutrées. Clara Petacci était le reflet vivant d'un régime qui confondait tout, le pouvoir et la possession, l'amour et la soumission. Mais l'histoire préparait déjà la facture. La Seconde Guerre mondiale approchait. Le 1er septembre 1939. C'est la date où l'Europe s'est embrasée. L'Italie était en état de choc. Dans les couloirs du pouvoir à Rome, la panique était palpable. Benito Mussolini a hésité. Malgré le pacte d'acier signé avec Hitler, il a préféré observer. Il calculait. Il pesait les risques. Il attendait le moment précis pour frapper sans saigner. Mais les rapports du front ont changé la donne.
Les victoires allemandes s'accumulaient à l'ouest, la France s'effondrait. Mussolini a vu une opportunité en or, il voulait sa part du butin. Il voulait s'asseoir à la table des vainqueurs d'une guerre qu'il croyait déjà terminée. Le 10 juin 1940, il a franchi le pas. Il a déclaré la guerre à la France et au Royaume-Uni. Il était convaincu que l'alliance avec le Troisième Reich lui garantirait une place de choix dans le nouvel ordre mondial. Mais ce n'était que le début d'une descente aux enfers. Les années suivantes, l'Italie a marché au pas de loi aux côtés de l'Allemagne nazie. L'ambition du DUS était sans limite. Il a ordonné des offensives sur tous les fronts. Il a envoyé ses légions occuper la Grèce. Il a lancé ses blindés à l'assaut des Britanniques en Afrique du Nord. Il a même commis l'irréparable. Il a dépêché des soldats italiens pour soutenir la Wehrmacht lors de l'invasion de l'Union soviétique. L'opération Barbarossa. Pourquoi Mussolini a-t-il dispersé ses forces ainsi? Il voulait prouver sa valeur à Hitler, mais son orgueil était plus grand que ses capacités logistiques. Sur le terrain, la réalité était brutale. Ces campagnes ont révélé ce que la propagande fasciste tentait désespérément de cacher. La machine de guerre italienne était une illusion, fragile, mal équipée, mal commandée. Sur les images d'archives, on le voit clairement, les soldats italiens marchent dans la neige russe avec des chaussures en carton. Ils n'avaient pas de vêtements d'hiver. Les chars tombaient en panne sur les pistes brûlantes du désert. Les lignes de ravitaillement étaient coupées. Les défaites se multipliaient. Le moral des troupes s'effondrait. Le peuple italien, qui vibrait autrefois au discours belliqueux du balcon de la place de Venise, a commencé à douter. Les pertes humaines étaient trop lourdes. Le coût matériel était insupportable. Puis, la guerre a frappé à la porte de la péninsule. Juillet 1943, les Alliés ont débarqué en Sicile. Ce n'était pas une simple escarmouche, c'était une invasion massive. Le coup était dévastateur. La confiance envers le DUS s'est évaporée en quelques jours. La population était épuisée. Elle réclamait la fin du massacre. Le roi Victor Emmanuel III, qui avait soutenu Mussolini pendant 2 décennies, a décidé d'agir. Il a convoqué le Grand Conseil fasciste. La réunion était tendue. À la surprise générale, le dictateur a fait face à un vote de défiance. Il n'a pas eu le temps de réagir. Quelques jours plus tard, sur ordre du roi, il a été arrêté. Les événements se sont accélérés. Clara Petacci a suivi le même chemin, arrêtée sur ordre des nouvelles autorités, mais sa détention fut brève. Elle a été relâchée quelques jours plus tard. Cependant, le mal était fait. Pour la première fois, la liaison secrète est devenue une affaire publique. Les journaux, libérés de la censure fasciste, se sont déchaînés. Ils ont révélé l'impensable. Non seulement la romance cachée, mais aussi les privilèges exorbitants accumulés par la famille Petacci. Le scandale a explosé. À première vue, une femme élégante et mystérieuse, mais en réalité, le symbole d'une corruption qui dévorait l'État. Pendant des années, Clara n'était qu'une rumeur, une silhouette sur des photos volées, un murmure dans les palais. Désormais, exposée à la lumière crue de la vérité, elle devenait la cible de la haine populaire. Elle incarnait l'élite corrompue. Elle vivait parmi les colonnes de marbre pendant que l'Italie saignait. Pour beaucoup, elle était la personnification du déclin moral du régime. Mais l'histoire de Mussolini ne s'est pas arrêtée là. Septembre 1943, les montagnes du Gran Sasso. Une opération commando risquée. Otto Skorzeny et ses parachutistes allemands ont atterri en planeur. Ils ont libéré Mussolini de sa prison dans un hôtel isolé au sommet des montagnes. Aucune résistance. La mission a été un triomphe pour la propagande d'Hitler. Une humiliation totale pour le nouveau gouvernement italien. Mussolini a été immédiatement transporté en Allemagne. Hitler l'a reçu. Il l'a convaincu, ou plutôt forcé, à reprendre les rênes. Il devait diriger un nouveau gouvernement dans le nord de l'Italie, la République sociale italienne. Basée à Salo sur les rives du lac de Garde, cette république n'était qu'une façade. C'était, en pratique, un régime fantoche. Il ne tenait que par la présence des baïonnettes allemandes. Le vieil empire fasciste n'était plus qu'un tas de ruines fumantes. À l'image, Mussolini n'est plus l'homme énergique des années 30. Il est voûté, son visage est marqué, il est vaincu de l'intérieur. Clara, apprenant la libération de son amant, n'a pas hésité. Elle a fui Rome, elle a traversé des zones de guerre, elle a franchi des territoires instables pour le rejoindre. Elle connaissait les risques. L'Italie était divisée, déchirée par la violence, mais elle a insisté pour rester à ses côtés. Leur relation a dû changer, elle devait devenir invisible. Les menaces étaient partout. Ils étaient la cible prioritaire des partisans, ces résistants qui prenaient pas le maquis.
Mais ils étaient aussi surveillés par leurs propres alliés, les Allemands. Clara était traitée de courtisane du régime. Son nom figurait sur les listes noires. L'exécution sommaire était une possibilité réelle à chaque instant. L'Italie était en effondrement total. Le sud était aux mains des Alliés. Le nord restait sous la botte nazie. Les villes étaient bombardées jour et nuit. On entendait le sifflement des bombes et les tirs des pelotons d'exécution. Les ponts sautaient, les civils mouraient. Au milieu de ce chaos, Mussolini et Clara vivaient dans une bulle de peur et de décadence. C'était le reflet sombre d'un amour né dans l'opulence et qui agonisait maintenant dans la misère de la guerre. Pourtant, Clara a refusé de partir. La chute était inévitable. Le désespoir avait gagné le camp de l'Axe. Avril 1945. Le scénario en Italie est celui du désespoir absolu. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. L'effondrement de l'Axe n'est plus une hypothèse, c'est une certitude mathématique. Les Alliés percent les lignes dans le nord du pays. Ils avancent vite, ils libèrent ville après ville, une offensive incassable, mécanique, brutale. Rome est tombée des mois plus tôt aux mains des forces anglo-américaines. Maintenant, la pression sur Milan devient insoutenable. L'étau se resserre. Les Allemands comprennent que la partie est terminée. Ils entament une retraite désordonnée. Ils n'abandonnent pas seulement leur position stratégique. Ils laissent derrière eux des armes, des véhicules en panne et des caisses de munitions. Mais surtout, ils abandonnent leurs alliés fascistes à leur propre sort. Pourquoi cette panique soudaine chez les fidèles de Mussolini? Ils avaient pourtant le pouvoir. Mais sans la protection de la Wehrmacht, la réalité les a rattrapés. Ils savaient exactement ce qui les attendait. La haine d'un peuple trahi, la colère d'une nation affamée, massacrée par la guerre et les promesses vides du DUS. Ce sentiment de terreur s'est confirmé par un document officiel. Les chefs de la résistance italienne, les partisans, ont publié un communiqué. Clair, direct, irrévocable. Tout membre de l'ancien gouvernement fasciste doit être exécuté dès sa capture. Pas de tribunaux, pas de clémence, pas d'avocat pour plaider les circonstances atténuantes. La peine de mort est immédiate. L'époque des grands discours sur les balcons romains est révolue, la terreur change de camp. Dans les salons luxueux de la République sociale italienne, l'atmosphère est irrespirable. Les mains tremblent en tenant les verres de cognac. Des tentatives de négociation désespérées sont lancées. Des émissaires de Mussolini contactent la résistance. Ils cherchent une porte de sortie. Une reddition formelle, un exil avec garantie, peut-être une fuite silencieuse vers l'Argentine ou le Brésil. Mussolini lui-même rédige des messages diplomatiques ambigus. Il cherche une faille, une ouverture. Mais la réponse des partisans est catégorique. On ne négocie pas avec les fascistes. Pour Mussolini, le verdict est encore plus simple. Il doit mourir. 25 avril 1945, l'inévitable se produit. Milan, le dernier bastion du gouvernement fantoche, est sur le point de céder. La ville bout. La rébellion éclate partout. Les combattants de la résistance prennent le contrôle des rues, mètre par mètre. Ils investissent les casernes. Ils occupent les bâtiments gouvernementaux. On entend les tirs résonner dans les avenues désertes. Mussolini est coincé, de plus en plus isolé. Il rassemble ses conseillers les plus proches. Il prend une décision. Il ne va pas se rendre. Il va fuir. L'objectif est géographique, atteindre le lac de Côme. De là, tenter de traverser la frontière suisse pour obtenir l'asile politique. C'est un plan risqué, presque irréalisable. Mais c'est la seule option restante sur la table. Clara Petacci a alors un choix à faire. À première vue, une simple maîtresse profitant du pouvoir. Mais en réalité, une femme prête au sacrifice ultime. Elle aurait pu partir. Elle avait des contacts, de l'argent. Elle pouvait disparaître dans le chaos de la guerre civile, changer de nom, prétendre n'avoir jamais rencontré le DUS. Personne ne l'aurait reconnue hors des cercles intimes du pouvoir. Mais elle refuse. Elle choisit de lier son destin à celui de Mussolini, dans la fuite, dans l'histoire et dans la mort. C'est un geste de loyauté absolue, un aveuglement total envers l'homme qu'elle vénère comme une idole. Matin du 26 avril, le convoi démarre. Ce n'est pas une retraite militaire, c'est un cortège funèbre déguisé. À l'image, des voitures de luxe couvertes de poussière. À l'intérieur, des ministres déchus, des officiers en civil, des bureaucrates pâles. Des hommes qui ont gouverné avec arrogance et qui tremblent maintenant devant leur propre peuple. Des soldats allemands se mêlent au groupe, essayant eux aussi de filer vers le nord, au centre de ce chaos. Le couple le plus recherché d'Italie, Benito Mussolini, est méconnaissable, vieilli, le visage marqué par la défaite.
Il porte un manteau trop grand, un casque allemand sur les genoux. À ses côtés, Clara Petacci, des vêtements discrets, le regard fixe, déterminé. Le voyage est un cauchemar logistique. Les routes sont bloquées. Des cratères d'obus forcent les véhicules à ralentir. Les ponts sont démolis. L'avancée des forces partisanes est imprévisible. Chaque village traversé est un risque mortel. La rumeur court. Des embuscades sont prêtes. Des civils dénoncent les mouvements de troupes. Les partisans sont partout, sur les montagnes, sur les rives des fleuves, et les alliés surveillant le ciel. Traverser la Lombardie revient à traverser un champ de mines invisibles. Dans les véhicules, le silence est coupant. Une tension électrique sature l'air. Certains chuchotent des prières, d'autres vérifient leurs armes de poing, sachant qu'elles ne serviront à rien face à une foule. Mussolini reste muet, immobile, comme en transe. L'homme qui haranguait des foules immenses sur les places bondées est réduit au silence. Il est prostré sur une banquette arrière, caché sous une couverture. Le plan reste simple, presque naïf. Atteindre la ville de Dongo. C'est là, près du lac, qu'une route sûre vers la Suisse est censée exister. Ils espèrent un miracle. Mais les fantômes de la guerre les attendent déjà au tournant. La fin n'était plus qu'une question d'heure. Le 27 avril 1945. C'est la date exacte où l'inévitable s'est produit. Pourquoi la route s'est-elle arrêtée ici? Mussolini croyait encore pouvoir atteindre la Suisse, mais le piège s'était déjà refermé sur lui. Près du petit village de Dongo, le convoi blindé a freiné brutalement. La route était barrée. Des partisans locaux, armés et organisés, bloquèrent le passage. Les moteurs se sont tus. Pas un seul coup de feu n'a été tiré. Il n'y avait qu'un silence lourd, électrique. Une odeur d'essence et de tension flottait dans l'air. Les résistants savaient que des fascistes en fuite tentaient de passer. Ils ont commencé l'inspection méthodique. Les portières des camions se sont ouvertes une à une. Les passagers ont dû descendre sur l'asphalte froid. Les partisans avaient des listes. Très vite, les masques sont tombés. Ministres du régime, secrétaires particuliers, officiers de la milice, ils ont tous été identifiés et mis en joue. La vengeance était à portée de main. Mais 2 passagers manquèrent à l'appel. Benito Mussolini et sa maîtresse, Clara Petacci, étaient restés cachés dans l'un des derniers véhicules. Le dictateur avait tout misé sur un déguisement grossier. Il portait un manteau de la Wehrmacht trop grand pour lui. Sur sa tête, un casque d'acier allemand enfoncé jusqu'aux yeux. Il essayait de se fondre dans la masse des soldats nazis en retraite. Clara, elle, gardait la tête baissée. Ses yeux fixaient obstinément le plancher sale du camion. L'illusion a duré quelques secondes. Une lueur d'espoir. Peut-être allait-il passer inaperçu. Le visage de l'homme qui s'affichait sur les murs, les pièces de monnaie et les affiches de propagande depuis 20 ans n'étaient plus reconnaissables. Ce n'était qu'un vieillard épuisé, recroquevillé sur un banc en bois, tremblant de froid. C'est alors qu'Urbano Lazzaro est entré en scène. Ce partisan est monté à l'arrière du camion. Il a scanné les visages des soldats allemands. Son regard s'est figé sur ce passager étrangement silencieux. À première vue, un soldat anonyme fatigué, mais en réalité, l'homme le plus recherché d'Italie. Lazzaro a noté les détails, la forme du visage, la bouche crispée, les yeux fuyants. Il a hésité un instant, puis s'est approché. Il n'avait plus aucun doute, le casque allemand peinait à dissimuler cette physionomie qu'une génération entière avait appris à craindre et à idolâtrer. Il a murmuré 2 mots, « Il dus ». Mussolini n'a pas bougé, il n'a pas nié, c'était bien lui. Des années plus tard, Lazzaro décrira ce moment avec une précision chirurgicale. Sur la bande, on voit un visage qui ressemble à de la cire, des yeux vides, comme si l'esprit avait déjà quitté le corps. Lazzaro a conclu, il ne lisait pas la peur, il lisait la mort spirituelle. C'était le portrait final de l'homme qui avait traîné une nation dans la guerre, réduit maintenant à l'état de spectre. Mais ce n'était que le début. Les soldats allemands qui escortaient par le convoi ont réagi avec pragmatisme. Ils ont négocié. Ils pouvaient continuer leur route en sécurité à une seule condition, livrer tous les Italiens. L'accord a été accepté instantanément. Les Allemands sont partis. Mussolini et Clara ont été isolés du groupe. On les a transférés sous bonne garde. Cette nuit-là, ils ont été enfermés à Mezzegra, dans une caserne improvisée. Les partisans les ont séparés. Mussolini dans une pièce sécurisée, verrou tiré. Clara seule dans une autre chambre. Il restait peut-être une attente, un espoir lointain. Les Allemands allaient-ils tenter une opération de sauvetage? Comme 2 ans plus tôt, lors de l'évasion spectaculaire du Grand Sasso? Impossible. Le Reich s'effondrait. Hitler était terré dans son bunker à Berlin. Aucune aide ne viendrait.
Le 28 avril au matin, les gardes ont réuni les prisonniers. À l'image, 2 silhouettes assises côte à côte sur des chaises simples, comme 2 accusés devant un tribunal invisible. Clara serrait la main de Mussolini, lui parlait à peine. Pendant ce temps, à Milan, la nouvelle avait fuité. La réaction a été immédiate et furieuse. Les stations de radio de la résistance ont coupé leur programme. La voix des speakerines tremblait de triomphe. Mussolini a été capturé par les partisans. On entend les clameurs dans les rues. La foule brisait les cordons de sécurité. Les gens hurlaient. Ils voulaient du sang. Un chef de la résistance a pris le micro. Ces mots ont claqué comme un verdict. Un peloton d'exécution est un trop grand honneur pour cet homme. Il mérite d'être abattu comme un chien galeux. La haine était absolue. Dans ce climat de vengeance collective, le sort du dictateur ne faisait plus aucun doute. Il n'y avait pas de procès à attendre. Le destin avait fini par le rattraper. Une signature manquante. Personne ne sait aujourd'hui qui a véritablement validé l'ordre final. Pourquoi ce flou historique ? Les archives restent muettes, mais l'exécution, elle, était bien réelle. Certains affirment que l'ordre venait directement du haut commandement de la résistance à Milan, peut-être de Luigi Longo en personne. D'autres soutiennent une thèse plus locale, une décision impulsive prise sur le terrain. Mais peu importe l'origine du commandement, le bourreau, lui, était déjà choisi, Walter Audizio. Nom de code, colonel Valerio. Ce n'était pas un simple soldat, c'était un communiste austère, inflexible. Il ne regardait pas Mussolini comme un adversaire politique. Il voyait en lui le symbole vivant de l'oppression, la trahison nationale, la guerre sale menée contre le peuple italien. Pour Audizio, presser la détente n'était pas un meurtre. C'était une rupture définitive avec le passé. Il n'est pas parti seul. Il a quitté Milan avec Aldo Lamprede, un vétéran de la résistance. Leur mission était claire, l'élimination physique du dictateur. Ils arrivent à Dongo aux premières heures du 28 avril. Ils récupèrent tous les prisonniers. Le transfert est rapide, discret. Direction une ferme isolée. Il n'y aura pas de juge, pas d'avocat, pas d'audience. Le plan est d'une froideur mécanique, exécution immédiate. Le convoi redémarre vers le petit village de Giulino di Mezzegra sur les rives du lac de Côme. Le lieu est choisi avec une précision chirurgicale. Devant la Villa Belmonte, une maison isolée, un virage tranquille sur la route, loin des témoins gênants, loin de la clameur populaire. Un endroit banal, silencieux, sur le point de devenir le décor de l'un des moments les plus marquants du XXe siècle. 16h10, le 28 avril 1945, l'ordre tombe, sortir de la voiture. Benito Mussolini et Clara Petacci descendent. Le silence est total. Clara serre encore la main de Mussolini. Ils marchent ensemble vers le muret de pierre. Aucune protestation, aucun cri, aucune demande de pardon. Ils savaient, ils acceptaient. L'échéance était arrivée. Mais que s'est-il passé dans ces ultimes secondes ? Les derniers instants du dictateur sont noyés dans un brouillard de versions contradictoires. Le temps n'a pas dissipé les doutes, il a renforcé le mystère. Ce n'était pas seulement une exécution, c'était une vengeance historique chorégraphiée dans le vide laissé par 2 décennies de fascisme. Walter Audizio raconte sa version. Il décrit un Mussolini pathétique, un homme vaincu. Selon lui, l'ancien duché tenait à peine debout, tremblait, bégayait des mots incohérents. Aldo Lamprede contredit ce récit. Pour ce témoin direct, Mussolini n'était pas suppliant, il était simplement épuisé, vide, comme si son destin avait été scellé bien avant ce virage sur la route. À première vue, un tyran terrifié, mais en réalité, un homme qui n'attendait plus rien du monde. Ce qui est certain, c'est le silence. L'homme qui avait enflammé les foules romaines avec des discours de feu, qui avait commandé des armées et écrasé ses opposants, mourait sans un mot. Audizio affirme avoir prononcé une sentence de mort officielle. Il voulait donner à cet acte une apparence de légalité. Lamprede nie tout. Pas de formalité, pas de papier, pas de verdict lu à voix haute, juste le métal de l'arme et la pierre du mur. On parle de dernière parole. Tirez-moi dans la poitrine. Légende ou réalité ? Impossible de savoir. Peut-être un dernier sursaut d'orgueil, peut-être une invention pour donner une aura de contrôle à celui qui avait tout perdu. Clara est restée. Elle n'avait aucune obligation envers le régime, aucun grade, aucune fonction officielle. Mais elle avait choisi, dès 1943, de suivre cet homme vers l'abîme. Elle n'a pas demandé pitié, elle n'a pas hésité. Elle s'est tenue là, à côté de la cible. Elle a gravé son nom dans la mémoire collective italienne, non comme complice, mais comme le symbole tragique d'une dévotion aveugle. Walter Audizio lève sa mitraillette, l'arme s'enraye. Un moment de flottement terrible, il en saisit une autre. Le silence du village est déchiré par une rafale brève,
Mussolini d'abord, Clara ensuite. Les deux corps s'effondrent ensemble, presque synchronisés. Ils heurtent le mur rugueux qui sert de cadre à leur mort. Le bruit des tirs résonne quelques secondes sur la route déserte, puis le calme revient. Un silence épais, lourd. Benito Mussolini, l'homme qui a tenu l'Italie d'une main de fer pendant plus de 20 ans, est mort. Celui qui était le Duce, le visionnaire fasciste, l'allié d'Hitler, gît maintenant sur le sol froid, le corps tordu contre les pierres. À ses côtés, Clara, la jeune femme qu'il a aimée avec une fièvre totale pendant 13 ans, paie de sa vie son choix passionnel. Mais ce n'était que le début. La brutalité ne faisait que commencer. Le sort réservé aux cadavres allait dépasser l'imagination. Le 29 avril 1945, à l'aube. C'est à ce moment précis que les camions militaires ont démarré leur moteur. À l'intérieur, les corps de Benito Mussolini, de Clara Petacci et des hiérarques du régime venèrent d'être chargés. Le destin des dépouilles était déjà scellé. Le convoi a pris la direction du centre de Milan. Pourquoi Piazzale Loreto? Le choix du lieu n'avait rien d'un hasard géographique. C'était un calcul politique froid. Quelques mois plus tôt, exactement au même endroit, 15 partisans avaient été fusillés par les troupes fascistes. Leurs cadavres avaient été laissés au soleil, exposés aux yeux de tous comme un avertissement sanglant. Mais la roue avait tourné. Il était 9 heures du matin quand les camions se sont arrêtés. Les partisans ont ouvert les ridelles. Ils n'ont pas descendu les corps. Ils les ont déversés sur le pavé comme de vulgaires ordures. Aucun rituel, aucune prière. Seulement le bruit sourd de la chair inerte frappant le sol. La nouvelle a traversé les rues de Milan à une vitesse fulgurante. Une foule immense s'est immédiatement formée. Ce n'était pas un rassemblement. C'était une explosion de rage collective. L'effondrement émotionnel d'une nation épuisée par 20 ans de dictature. À l'image, on voit la confusion totale. Des citoyens ordinaires, des ouvriers, des veuves de guerre et des orphelins ont encerclé les cadavres. Ils ne se contentaient pas de regarder. Ils hurlaient, ils crachaient, ils urinaient sur les dépouilles. Des pierres et des bouteilles volaient. On entendait le bruit des coups de pied contre les corps. Certains tentaient d'arracher des morceaux de vêtements en guise de trophée. Le visage de Mussolini a été frappé à coups de talon jusqu'à devenir une masse méconnaissable. Clara Petacci n'a pas été épargnée. La jeune femme, autrefois symbole de l'élégance du régime, n'était plus qu'un corps lacéré gisant sur l'asphalte souillé. La situation devenait incontrôlable. Les partisans craignaient que la foule ne déchiquette complètement les cadavres. Ils ont pris une décision extrême. Ils ont hissé les corps sur la structure métallique d'une station-service en construction. Ils les ont suspendus par les pieds à des crochets de boucher. À première vue, une exposition barbare, mais en réalité, une mesure de sécurité pour éviter la destruction totale des preuves. C'était une image brute. Mussolini et Clara côte à côte, se balançant au-dessus de la place comme des animaux à l'abattoir. Cette vision servait un double objectif, protéger les restes et acter le déshonneur absolu du fascisme. Ce n'était pas seulement l'exécution d'un dictateur, c'était l'acte final d'une histoire d'oppression et de culte de la personnalité. Cette photographie deviendra l'une des plus choquantes du XXe siècle. Il a fallu attendre 14 heures pour que le chaos s'apaise. Les soldats américains sont arrivés sur zone. Ils ont repoussé la foule, sécurisé le périmètre et décroché les corps. Direction la morgue. Le rapport d'autopsie a été formel. Le Duce avait été touché par une salve de balles. 7 ou 9 impacts, dont 4 directement dans le cœur. L'exécution avait été rapide, mais le spectacle qui a suivi avait été soigneusement brutal. Son corps a été enterré à la hâte dans une tombe anonyme. Pourtant, la mort ne lui a pas offert le repos. En 1946, des fanatiques fascistes ont déterré le cadavre. Un épisode chaotique a suivi, le corps a été caché dans une malle, transporté de cachette en cachette, avant d'être récupéré par les autorités. Ce n'est que des années plus tard qu'il a été définitivement inhumé à Predapio. Une crypte familiale à Predapio. C'est là que le corps de Mussolini a fini par atterrir. Pour Clara Petacci, l'histoire a été différente, plus silencieuse. Sa famille n'a pas accepté l'humiliation publique éternelle, ils ont négocié, ils ont récupéré le corps. Elle avait été enterrée loin des regards, loin des crachats de la foule. Une fin digne après le chaos sanglant de la place Loreto. Pourquoi Clara a-t-elle subi ce sort? Elle n'était pas chef d'État, mais sa fidélité aveugle a signé son arrêt de mort. Mais l'onde de choc a dépassé les frontières de l'Italie. Berlin, le bunker de la chancellerie. Adolf Hitler était isolé sous terre. On lui a apporté la nouvelle le soir même.
On lui a décrit la scène de Milan dans les détails. Les corps suspendus par les pieds, les visages tuméfiés, les rires de la populace. À l'image, les mains du Führer tremblent sur la carte d'état-major. Hitler a compris instantanément. Son mentor, son allié de toujours, avait fini comme de la viande à l'étalage. Il a juré de ne jamais subir cela. La peur de l'humiliation l'a paralysé. Il a pris sa décision sur le champ. Il ne serait pas un trophée pour les soviétiques, il ne serait pas un jouet pour la foule haineuse. Le 30 avril 1945, le lendemain matin, Hitler a convoqué ses derniers fidèles. Il a donné des ordres précis. Il ne voulait pas de tombe, il voulait du feu. Il s'est enfermé avec Eva Braun. Le bruit d'un coup de feu a résonné dans le couloir de béton. Les soldats ont traîné les corps dehors. Ils les ont arrosés d'essence dans un cratère d'obus. Ils ont craqué une allumette. Hitler a brûlé pour échapper à la corde. En 24 heures, la carte de l'Europe a changé. 2 dictateurs majeurs effacés. L'un lynché par son propre peuple sur une place publique, l'autre réduit en cendres pour éviter la honte. Ce n'était pas seulement une défaite militaire, c'était un effondrement moral total. Le fascisme européen est mort ce jour-là. Il n'est pas mort dans un tribunal bien ordonné. Il est mort dans la saleté, la fumée et la peur. À première vue, une simple série de décès. Mais en réalité, un avertissement brutal pour l'histoire. Le cas de Clara Petacci reste particulier. Elle a payé le prix fort. Comme Eva Braun, elle n'a pas tenu de fusil. Elle a simplement tenu la main du tyran. Ces femmes pensaient que l'amour ou la dévotion les protégeait. C'était une erreur fatale. La foule ne fait pas de distinction entre le dictateur et son ombre. Le châtiment est collectif. L'exécution de Mussolini était précipitée. C'était de la rage pure. Mais ce qui a suivi était calculé. Les images ont fait le tour du monde. Elles ont envoyé un signal froid à tous les despotes de la planète. Il n'y aurait pas de clémence, pas de procès interminable avec des avocats. La justice viendrait avec de la sueur et du sang. Sur les photos d'époque, on voit la violence brute du message. La fin de Mussolini a marqué les esprits. C'était l'enterrement d'une idéologie basée sur la vanité et la violence. L'histoire a parlé fort ce jour-là. Le pouvoir absolu se paie toujours. La facture est inévitable. Ceux qui gouvernent par la terreur finissent par la haine. Que pensez-vous de cette fin brutale? Connaissiez-vous les détails sur le sort de Clara Petacci? Écrivez votre avis dans les commentaires. Vérifiez votre abonnement maintenant. Activez la cloche des notifications. C'est le seul moyen de soutenir directement ce travail d'investigation et de ne rien rater. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Une autre vidéo s'affiche maintenant à l'écran. Cliquez.